Le 14 juillet 2013, à Perpignan, Alison Benitez, 19 ans, la favorite du concours Miss Roussillon, disparaît mystérieusement avec sa mère Marie-Josée Benitez, 53 ans. Ça excite les curiosités, une mère et sa fille, une jolie jeune fille de 19 ans qui disparaît sans laisser de traces. Ce qui est saisissant pour moi en tout cas, c'est qu'on a la disparition de 2 personnes. Dans cette affaire, les policiers vont rapidement privilégier la piste criminelle. Et c'est le père de famille, Francisco Benitez, un légionnaire, qui fait figure de principal suspect. On trouve une trace de pas ensanglanté dans le garage. Et c'est vrai que tout le monde s'attend à ce moment-là que Francisco Benitez sorte avec les menottes. Alors que l'étau se resserre de plus en plus autour de Francisco Benitez, le légionnaire est retrouvé pendu dans la caserne de la Légion. C'est pas possible qu'un légionnaire comme lui s'en aille, baisse les bras, sans savoir si sa fille va revenir. La mort de Francisco Benitez renforce encore le mystère autour de la disparition de Marie-Josée et Alison. Au jour d'aujourd'hui, cette part cachée de la vérité n'a pas été mise à jour. Que s'est-il passé ce fameux 14 juillet 2013 ? Entre coups de théâtre et rebondissements judiciaires, voici l'affaire Francisco Benitez. Bonjour à tout le monde, là, je suis le papa d'Alison. Avant tout, je tiens à remercier tous ses amis et tous les gens près de nous qui se sont mobilisés pour sa recherche. Le 5 août 2013, la France entière découvre le témoignage de ce père de famille désespéré. Il s'appelle Francisco Benitez, il a 50 ans et c'est un légionnaire. Sa femme, Marie-Josée, et sa fille de 19 ans, Alison, ont disparu mystérieusement depuis 3 semaines. Les policiers ont ouvert une enquête. Leur principal suspect est le père de famille, qui est aussi la cible des médias. Dans cette vidéo recueillie par une journaliste, il tente de se disculper. Le plus dur pour nous, ça a été de lire des choses que les gens commentaient et disent sans savoir ce qui se passe dans la vie privée des gens. Face à l'apparente sincérité de cet homme, les enquêteurs se trompent-ils de suspect ? Pourquoi soupçonnent-ils ce père de famille ? Qu'ont-ils vraiment à lui reprocher ? Pour tirer tout cela au clair, il faut revenir au début de l'affaire, 3 semaines plus tôt. Nous sommes le 25 juillet 2013 à Perpignan, dans le sud de la France, à 35 km de la frontière espagnole. Ce jour-là, un homme se présente au commissariat central de la ville. Il s'appelle Francisco Benitez. Il a 50 ans, il est légionnaire en poste à la caserne Joffre. L'homme est inquiet. Il vient déclarer la disparition de sa femme, Marie-Josée, 53 ans, et de leur fille, Alison, 19 ans. Il indique aux policiers que les 2 femmes ont quitté le domicile familial 11 jours plus tôt. Il les a vues la dernière fois le dimanche 14 juillet. Ça a été une rencontre un peu tendue parce qu'il y a des relations au sein du couple qui sont difficiles. Apparemment, une dispute éclate entre lui et sa femme. Et Marie-Josée Benitez décide de partir avec sa fille sur Toulouse. Et elles partent toutes les 2 du domicile conjugal avec leurs affaires. Francisco Benitez précise qu'à la suite de cette dispute, sa femme et sa fille sont partis le 14 juillet aux alentours de 17h, une valise à la main. Il apporte aussi 1 ou 2 pièces, notamment un courrier de recherche d'emploi sur Toulouse. Donc on est dans une espèce de cohérence. Elles sont parties, le problème c'est qu'on n'a plus de nouvelles d'elles depuis 11 jours, ce qui est un long temps tout de même. Francisco Benitez rajoute qu'au départ, il ne s'est pas inquiété, pensant que les 2 femmes étaient parties s'installer à Toulouse. Mais sans nouvelles d'Alison et Marie-Josée depuis 11 jours, c'est désormais l'inquiétude qui prédomine. Leurs téléphones portables sont coupés, ce qui ne leur ressemble pas. Ce jour-là, au commissariat de Perpignan,
Les policiers entendent aussi la fille aînée de Marie-Josée, issue d'une première union. Elle est présente aux côtés de Francisco Benítez, son beau-père. Elle est vraiment inquiète, elle aussi. Et elle soutient, en quelque sorte, elle est là pour soutenir son beau-père. Elle aussi déclare que la situation est anormale. Pour preuve, elle montre aux policiers le dernier texto qu'elle a reçu de sa mère. Un message envoyé peu après 17h, le jour même de la disparition de Marie-Josée et Alison. J'ai pris une décision difficile à prendre, mais c'est mieux comme ça. Je pars à Toulouse avec Alison. Ça va être difficile au début, et c'est pour ça que je n'ai pas voulu appeler. Je vous aime, appelle papa. Des mots à la fois assez banals, et puis en même temps, elle trouve ça un peu bizarre. Et puis ça l'étonne surtout de ne plus avoir de nouvelles d'Alison, sa sœur en fait. Malgré l'inquiétude des proches, cette double disparition ressemble a priori à un départ volontaire. Les policiers sont régulièrement confrontés à des affaires similaires. Chaque année en France, plus de 10 000 adultes disparaissent sans laisser de traces. Dans le cas de Marie-Josée et Alison, cette hypothèse du départ volontaire est crédible, car ce n'est pas la première fois que la mère de famille quitte le domicile conjugal. Au mois de juillet, il y avait eu une première altercation avec Marie-Josée et elle était partie, elle avait fugué, si j'ose dire, pendant 3 ou 4 jours. On a régulièrement des couples qui se séparent et qui refusent de donner donc plus de précisions sur leur destination. Et donc, évidemment, les services de police ne se mettent pas immédiatement en branle pour rechercher Marie-Josée et Alison. L'enquête commence donc par quelques vérifications d'usage. Les policiers appellent les téléphones des 2 disparus, sans succès. Ils sont bien coupés, ce qui confirme les déclarations de Francisco Benítez et sa belle-fille. Les policiers contactent également tous les hôpitaux de la région. Et là encore, aucune trace de Marie-Josée et d'Alison. Visiblement, les 2 femmes n'ont pas été victimes d'un accident. Les enquêteurs vérifient alors les comptes bancaires des 2 disparus. Sur les comptes bancaires, il n'y a plus aucun mouvement. Pas de retrait de compte, pas de virement, pas de retrait d'argent dans un guichet bancaire. Donc ça veut dire que le départ n'est pas préparé. Et ça veut dire surtout que, effectivement, ni Alison ni Marie-Josée n'ont de liquidité pour vivre 11 jours sans utiliser leur carte bancaire. Elles n'ont pas sur elles de quoi subvenir à leurs besoins pendant 11 jours. Que s'est-il passé ? Marie-Josée et Alison sont-elles vraiment parties à Toulouse ou leur serait-il arrivé quelque chose de grave ? Les policiers poursuivent leur investigation en auditionnant les proches des 2 disparus. Ils notent alors que les amis d'Alison sont vraiment inquiets. La jeune femme n'est plus joignable sur les réseaux sociaux depuis le jour de sa disparition. Et cela ne lui ressemble pas. Alison, c'est une jeune fille de son temps. Elle est très active sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Elle partage énormément ses coups de cœur, ses chansons. Et puis tout d'un coup, voilà, il n'y a plus un seul mouvement de la part d'Alison. Pour les amis de la jeune femme, cette disparition n'est pas logique. Alison était sur le point de réaliser le rêve de sa vie. Alison n'avait aucune raison de partir. Elle était dans son rêve de jeune fille, de devenir Miss Roussillon. C'est une candidate sérieuse, très motivée, qui rêve de ses concours de beauté depuis longtemps, qui, avec sa mère, passe beaucoup de temps à se pomponner, à aller chez l'esthéticienne, chez la coiffeuse, qui est toujours très apprêtée. Pour elle, il n'y a rien d'autre qui compte. Donc le fait qu'elle décide tout d'un coup de plaquer ce projet qui lui tient à cœur, qui l'occupe, et qui l'occupait jusque notamment au matin du 14 juillet, le jour où elle a disparu, le fait qu'elle abandonne tout ça tout d'un coup pour partir à Toulouse avec sa mère, ça paraît totalement abracadabrant. Considérée comme l'une des favorites au titre de Miss Roussillon 2013, Alison avait mis toute sa vie entre parenthèses pour se consacrer pleinement à cette compétition. Elle a abandonné sa formation en alternance de coiffeuse dans un salon de coiffure en bas de la rue où elle habite. Elle a expliqué qu'elle voulait se consacrer à l'élection, qu'elle reprendrait éventuellement plus tard. Elle est vraiment investie à 300% dans cette élection. Pourquoi la jeune femme s'est-elle brusquement volatilisée avec sa mère à quelques jours du concours ? À partir des témoignages des amis d'Alison,
les enquêteurs retracent heure par heure la dernière journée de la jeune femme. Les policiers établissent que le matin de sa disparition, Alison a participé à une activité de jet ski dans le cadre du concours Miss Roussillon. Voici les dernières images de la jeune femme filmées par une télévision locale. Vous avez hâte d'y retourner là? Ah oui. Bon, bah, bonne chance. Merci. À ce moment-là, rien dans l'attitude enjouée d'Alison ne laissait présager de sa disparition quelques heures plus tard. John Moujol, photographe du concours Miss Roussillon, est la dernière personne à avoir vu Alison le matin de sa disparition. Il confie aux enquêteurs avoir remarqué un changement dans le comportement de la jeune femme au moment du déjeuner. Je pense qu'à ce moment-là, elle est en décalage avec les autres. Elle semble vraiment très prise par ce téléphone qu'elle tient en main pendant tout le repas, où d'ailleurs elle ne mange pas beaucoup. Et elle est vraiment très occupée par ce téléphone. Pourquoi Alison est-elle si préoccupée? Et avec qui communique-t-elle? Les enquêteurs poursuivent l'audition du photographe. On ne sait pas au début avec qui elle est au téléphone. On comprend que plus tard, elle est en train d'envoyer des textos à son père. Personne ne connaît la teneur de la conversation entre la fille et son père. Le repas s'achève et Francisco Benitez vient chercher Alison en voiture. C'est la dernière fois que je la vois. Alison et Marie-Josée sont portées disparues depuis maintenant 15 jours. Au commissariat, les policiers continuent d'interroger les proches d'Alison et un autre témoignage retient leur attention. Quelques jours après la disparition de la future Miss, un de ses amis s'est rendu à son domicile pour en savoir plus. Il sonne et Francisco se penche donc au balcon en lui disant, en expliquant que non, Alison est partie avec sa mère à Toulouse, mais qu'elles vont bien, qu'elles ont besoin d'un peu de temps visiblement pour elle. Ça convainc pas spécialement les amis qui trouvent cette disparition très saugrenue. Ça ne correspond pas à une attitude qu'aurait eue Alison. A priori, c'était quelqu'un qui était beaucoup avec son téléphone et qui envoyait des messages assez facilement. Donc là, n'ayant pas de nouvelles, ne répondant pas aux textos, ne répondant pas aux messages, c'était vraiment bizarre. À ce stade de l'enquête, les policiers ont le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond dans cette affaire. Peu à peu, le scénario du départ volontaire s'éloigne. Les policiers vont commencer à se dire que c'est pas une dispute conjugale comme une autre, c'est pas un départ sur un coup de tête au cœur de l'été, c'est sans doute le début d'une affaire criminelle. Pour faire avancer l'enquête, les policiers vont alors alerter la presse locale. Dans les jours qui suivent, les médias nationaux vont s'emparer de l'affaire. Ce qui est saisissant pour moi, en tout cas, c'est qu'on a la disparition de deux personnes. D'une fille jolie, athlétique, et de sa maman. Donc, très rapidement, nous, à la rédaction du Parisien, on va se focaliser là-dessus, parce que ça nous paraît une affaire un peu étonnante. La disparition d'Alison et Marie-Josée va rapidement devenir le fait divers de l'été 2013. Nous sommes le 30 juillet 2013. Cela fait maintenant 2 semaines que Marie-Josée et Alison n'ont plus donné signe de vie. Les policiers savent désormais qu'Alison n'avait a priori aucune raison de quitter Perpignan volontairement. Mais les enquêteurs manquent d'éléments. Ils décident alors de passer un appel à témoins dans la presse locale. Les policiers espèrent avoir des témoignages éventuels. Ils se disent si jamais quelqu'un les a vus quelque part, cela permettra peut-être de faire progresser l'enquête. Tous les grands médias nationaux dépêchent leurs reporters sur place. Dès le lendemain, un avis de recherche est diffusé en boucle sur toutes les chaînes de télévision. Un mot de cette disparition inquiétante à Perpignan, celle d'une mère et de sa fille, respectivement âgées de 53 et 19 ans. Le 31 juillet 2013, le frère de Marie-Josée apprend la disparition de sa sœur et de sa nièce, en même temps que la France entière. J'ai pour habitude, en prenant mon café le matin, de me mettre sur une chaîne d'infos. Et il y a une banderole qui est apparue, Info Alerte, avec la photo de Marie-Josée et de ma nièce. C'est comme ça que je l'ai su. La première chose que j'ai fait, c'est d'appeler mon beau-frère pour savoir ce qui se passait.
Il est serein, il est tout à fait normal. D'ailleurs, il m'a rassuré en me disant qu'il n'avait pas voulu inquiéter la famille, qu'ils avaient quitté le domicile pour Toulouse. Ce qui m'étonnait, c'est que ma sœur ne m'ait pas appelé, quoi. À Perpignan, les amis d'Alison remuent ciel et terre pour retrouver les deux femmes. Ils placardent des avis de recherche dans toute la ville. Chaque personne qui verra leur visage est quelqu'un qui est susceptible de les voir dans la rue ou de les avoir vus le jour de la disparition et d'apporter justement un indice en plus au commissariat et de faire avancer l'enquête au mieux. Les amis d'Alison essayent d'alerter également les gens, la population, de les inciter à se mobiliser fortement parce que eux sont très inquiets du sort d'Alison puisqu'ils ne l'ont pas vue depuis le 14 juillet. Et on est déjà à la fin du mois de juillet et quasiment au mois d'août. Francisco Benitez, lui, ne participe pas à cette mobilisation. Il reste cloîtré chez lui. Benitez, contrairement à la plupart des parents de personnes disparues, ne cherche pas à communiquer avec la presse, bien au contraire. Il ne cherche pas à coller des affiches et des photos, il reste chez lui. Il peut aussi être effectivement très inquiet, très affecté et ne pas avoir envie de manifester son désarroi à la télévision, d'autant plus qu'il est légionnaire. Donc il est censé être fort et peut-être que c'est ça aussi qui fait qu'il ne veut pas se montrer dans les médias. De leur côté, les policiers sont rapidement débordés par les témoignages qui affluent en masse. Les policiers, notamment de la Sûreté, vont être très occupés parce qu'on va voir un peu partout la mère et sa fille. Vous savez, cette jolie fille qui était en photo dans le journal et à la télévision. Ça excite les curiosités, une mère et sa fille, une jolie jeune fille de 19 ans qui disparaît sans laisser de traces alors qu'elle est à la veille d'un concours qui pourrait lancer sa carrière. Voilà, il y a vraiment tout un tas d'un mécanisme qui se met en place qui n'est pas propice non plus à une enquête sereine. Malgré les nombreux témoignages, l'avis de recherche n'aboutit à aucune piste sérieuse. Les policiers décident donc de concentrer leurs investigations sur l'appartement familial, le dernier lieu où les deux femmes ont été vues avant qu'elles ne disparaissent mystérieusement. Pour les enquêteurs, il est essentiel de savoir si Marie-Josée et Alison sont bien parties du domicile familial et où elles sont allées. L'enquête de voisinage est un peu compliquée, on est en plein dans les vacances d'été. Dans l'immeuble où habite la famille Benitez, il y a un appartement mais qui est vide, ses occupants sont en congé, ils ne sont pas là. Dans l'immeuble où habitent les deux disparus, personne n'a rien vu. Les policiers poursuivent leurs recherches dans la rue. Ils interrogent tous les voisins. Ils vont découvrir rien du tout, ils font chou blanc. Sincèrement, deux femmes, dont une très jolie fille, qui partent avec des valises à roulettes dans la rue Jean Richepin, ça ne peut pas passer inaperçu. Les policiers ne trouvent pas non plus la moindre trace des deux femmes sur les images des caméras de surveillance de la ville. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Les policiers commencent à se demander si elles sont véritablement sorties de cet appartement, si elles sont véritablement parties pour Toulouse, comme Francisco Benitez le leur a dit. Le légionnaire aurait-il menti ? Au parquet de Perpignan, la disparition de Marie-Josée et Alison est désormais considérée comme très inquiétante. L'enquête est alors confiée aux policiers du SRPJ de Montpellier. Pour eux, il est temps d'interroger Francisco Benitez, la dernière personne à avoir vu Marie-Josée et Alison. L'homme est convoqué le 1er août pour une audition. Cela fait maintenant 18 jours que Marie-Josée et Alison sont portées disparues. Francisco Benitez va donner quelques précisions, notamment en confirmant qu'avec sa femme, les relations étaient fortement dégradées. Il faisait chambre à part en fait depuis plusieurs mois. Francisco Benitez utilisait parfois un petit appartement de fonction qu'il avait dans les locaux de la caserne de la Légion étrangère où il travaillait à Perpignan. Ils avaient décidé de rester ensemble pour ne pas trop perturber Alison encore pendant quelques mois. Devant les enquêteurs, Francisco Benitez précise même qu'avec Marie-Josée, ils avaient prévu de divorcer. Il maintient que sa femme et sa fille sont bien parties volontairement. Marie-Josée serait partie avec Alison pour le faire souffrir en lui enlevant sa fille adorée. On sait que Alison et Marie-Josée avaient une relation fusionnelle. Elles passaient leur journée ensemble, elles ne se quittaient pas, elles s'appelaient lorsqu'elles n'étaient pas ensemble. Et on peut aussi imaginer que, quelque part, elles faisaient bloc contre Francisco Benitez.
Aucun élément matériel ne permet à ce stade de l'enquête de remettre en cause la version des faits de Francisco Benítez. Les policiers se disent alors que la clé de l'énigme pourrait se trouver au domicile familial. Dans l'après-midi du 1er août, ils se rendent sur place pour faire une perquisition. Les enquêteurs commencent par faire le tour de l'appartement. Ils ne constatent aucune trace de lutte, pouvant faire penser à une bagarre. Les enquêteurs sont assez surpris parce qu'ils découvrent un appartement impeccable, totalement nettoyé, à part le bureau qui est apparemment un petit peu en désordre. Il y a des papiers, comme si des papiers avaient été fouillés, comme si on avait cherché quelque chose. Alors ils regardent ça et ils découvrent les 2 passeports. 2 passeports, c'est le passeport de Marie-Josée et le passeport d'Alison. Ça leur paraît un peu bizarre que les 2 passeports soient là, alors que les 2 femmes ont dit qu'elles partaient pour plusieurs jours. Les 2 disparues sont-elles réellement parties? L'appartement familial a-t-il été le théâtre d'une scène de crime? Les policiers appellent en renfort des techniciens en identification criminelle. Les experts plongent l'appartement dans le noir et vaporisent du Blue Star, un produit chimique qui permet de révéler par luminescence des traces de sang, même nettoyées. Lorsqu'on commence à vaporiser du Blue Star sur certains endroits de l'appartement, ils vont découvrir des traces de sang. Les techniciens poursuivent leurs investigations dans le reste de l'immeuble, et notamment dans le garage. On trouve une trace de pas ensanglanté dans le garage, à 1,50 m environ, de la porte du garage. Les policiers ont donc identifié des traces suspectes à l'aide du Blue Star. Les techniciens réalisent des prélèvements dans l'appartement et le garage. Mais reste à savoir s'il s'agit de sang humain et s'il s'agit bien de celui des 2 disparus. Les scellés sont immédiatement envoyés en laboratoire pour analyse. Pendant ce temps-là, dans la rue, les journalistes sont à l'affût et suivent attentivement le déroulement de la perquisition. Tous s'attendent à un coup de théâtre. Il se trouve que la perquisition dure très longtemps, elle dure quasiment 4 heures. Donc tous les médias se disent à ce moment-là, si ça dure aussi longtemps, c'est peut-être qu'il y a quelque chose. Et on s'attend éventuellement à ce que Francisco Benítez reparte en compagnie des enquêteurs, sans doute placés en garde à vue. Et finalement, c'est pas ce qui va se produire ce jour-là. Mais alors pourquoi les enquêteurs ne placent-ils pas Francisco Benítez en garde à vue? Est-ce une stratégie? Francisco Benítez, c'est un légionnaire, un bonhomme aguerri quand même, aux techniques militaires, l'interrogatoire, qui a vécu des campagnes assez compliquées. S'ils veulent le déstabiliser, il faut qu'ils aient des éléments forts à lui mettre sous le nez pour lui montrer « mais là, vous nous avez menti et vous nous mentez encore ». Ça, ils ne l'ont pas, les policiers de la PJ. Donc, ils ont besoin de temps pour rassembler toutes les informations que tous les enquêteurs sont en train de glaner à droite à gauche, pour rassembler tout ça, pour faire des synthèses, pour définir une stratégie. Et c'est ce qui va les occuper en fait pendant tout le week-end. Le lendemain de la perquisition, cela fait désormais 19 jours que Marie-Josée et Alison n'ont plus donné signe de vie. Le parquet de Perpignan ouvre une information judiciaire pour rechercher la cause de la disparition. Pour les enquêteurs, Francisco Benítez fait désormais figure de suspect numéro 1. Dans les jours qui suivent la perquisition du domicile des Benítez, les enquêteurs essaient de mieux cerner le profil du père de famille. Cela fait désormais 3 semaines que Marie-Josée et Alison n'ont pas donné signe de vie. Qui est ce légionnaire de carrière? Les policiers interrogent ses proches et ses collègues. Ils cherchaient à connaître un peu le profil de mon beau-frère. Son état d'esprit, son profil. Est-ce que c'était quelqu'un de violent? Est-ce que c'est quelqu'un qui buvait? Ça n'en était vraiment pas le cas. Au fil des témoignages, les enquêteurs retracent le parcours de Francisco Benítez. C'est quelqu'un qui est né vraiment dans le sud de l'Espagne, mais qui n'a pas marqué. Sa famille n'est pas spécialement connue sur place. On sait qu'il s'est engagé dans la Légion, qu'il a fait des campagnes dures, qu'il est apprécié à la fois de ses supérieurs et de ses camarades. Il a reçu des décorations, il a des ordres de mission qui sont de bonne qualité, et je rappelle qu'il assure les relations publiques de la Légion étrangère à Perpignan et qu'il dirige le centre de recrutement de la Légion. C'est donc quelqu'un qui fait partie des gens qui comptent d'une certaine façon à Perpignan.
Francisco Benítez apparaît donc comme un militaire aux états de service exemplaires. Dans son cercle proche, c'est le même constat. Il est unanimement décrit comme un homme intègre, un bon père de famille. Sur le volet personnel, ils apprennent qu'effectivement il a rencontré Marie-Josée il y a plusieurs années, qu'ils ont eu Alison, leur fille, ensemble. Marie-Josée avait déjà d'autres enfants précédemment. Et visiblement, c'est un espèce de papa gâteau à la maison. Il est amoureux, respectueux, c'est un type qui a une humeur égale. C'est un homme charmant, très ouvert, qui adore sa fille, qui la porte au nu. On retrouve des photos de lui et de sa fille. Il a un regard, il la couvre du regard, il est très fier de sa fille. Il est à l'écoute. Non, c'est une personne comme toute personne. Personne ne croit un instant, ne soupçonne un instant Francisco Benítez d'être à l'origine de la disparition. Il est vraiment au-dessus de tout soupçon. Seule ombre au tableau, ses relations de voisinage un peu compliquées. Dans la rue, on l'appelle le légionnaire, celui qui engueule les jeunes quand ils se garent devant son garage, celui qui engueule les voisins qui font un peu trop de bruit. Voilà, il n'a pas forcément bonne réputation. Il a plutôt l'image d'un type bourru, un peu renfermé et donc très autoritaire. Alors que les policiers sont à pied d'œuvre pour mieux cerner le profil de Francisco Benítez, Éric, le frère de Marie-Josée, arrive à Perpignan dans une ambiance tendue. Pour lui, son beau-frère est innocent. Quand on arrive sur place, il y a des journalistes un peu de partout. La première chose que nous, on veut, c'est de rencontrer Francisco. Donc, déjà pour le soutenir, parce que on ne comprend pas. On ne comprend pas. Pour éviter les journalistes, Éric Barbet et son beau-frère quittent Perpignan en voiture. Il pleurait, il ne prononçait pas une phrase sans bégayer. Il tremblait. Il s'arrêtait à n'importe quel endroit, en plein centre-ville. Et j'ai failli même prendre le volant. J'avais pas très confiance, en fait. Ce qui lui a fait beaucoup de mal, c'est qu'Alison, avant de partir, ne lui avait pas dit au revoir. Sachant qu'elle était très très proche de son père. Éric Barbet quitte Francisco Benítez en début de soirée. Bouleversé par la détresse de son beau-frère, il ne doute pas un seul instant de sa sincérité. Et il se doute encore moins du drame qui va se produire dans la nuit. Bonjour Thierry, bonjour à tous. On l'a appris il y a quelques instants. Le parquet de Perpignan confirme que le corps de l'époux et du père des disparus, Marie-Josée et Alison Benítez, a été retrouvé sans vie ce matin à 7h20. L'ancien légionnaire se serait pendu dans un local de la caserne Joffre de Perpignan. Nous y reviendrons évidemment dans nos prochaines éditions. Dans les heures qui suivent la découverte du corps de Francisco Benítez, les policiers confirment qu'il s'agit bien d'un suicide. La France entière est sous le choc, et notamment Éric Barbet. La veille, il nous avait dit qu'il était à bout d'ailleurs, ça il le disait clairement, et qu'il allait faire une bêtise. Mais on ne pensait pas au suicide. On pensait vraiment pas au suicide. Il a craqué, quoi. Il est vraiment dans le désespoir. C'est ce que nous, on a ressenti. Pour Éric, le suicide de son beau-frère est l'acte fou d'un père désespéré. Il est pour sa part persuadé que Marie-Josée et Alison vont bientôt rentrer. Sous le coup de l'émotion, il lance un appel aux deux disparus dans les médias. Marie, où que tu sois, appelle-moi. Je suis à Perpignan, on est dans l'attente. On l'attend. De leur côté, les policiers s'interrogent sur les raisons du geste de Francisco Benítez. D'autant plus que le légionnaire a préparé son départ avec minutie. Il reconstitue ses derniers instants. Il a ciré ses Rangers, revêtu son plus bel uniforme paré de toutes ses décorations. Il s'est mis un foulard noir sur la tête, s'est passé la corde au cou, avant de s'élancer d'une fenêtre donnant sur la cour de la caserne. Il s'offre au regard de tous
comme s'il voulait montrer quelque part à tous les militaires qu'il s'était donné la mort. Et cette mise en scène macabre va effectivement beaucoup intriguer les enquêteurs, les policiers, les journalistes. C'est pas possible qu'un légionnaire comme lui, qui est habitué à combattre, Sanaï baisse les bras sans savoir si sa fille va revenir. C'est impossible. Francisco Benítez se serait-il suicidé parce qu'il ne supportait plus les soupçons qui pesaient sur lui? C'est en tout cas ce que le légionnaire affirme dans une vidéo qu'il a réalisée juste avant de mettre fin à ses jours. Une vidéo qu'il a d'ailleurs pris soin de remettre à une journaliste d'un célèbre magazine. Bonjour à tout le monde, là, je suis le papa d'Alison. Pendant 3 semaines, nous suivons des choses très graves, des événements très durs. Le plus dur pour nous, ça a été de lire des choses que les gens commentaient et disent sans savoir ce qui se passe dans la vie privée des gens. Là. Nous sommes une famille comme toute autre famille, avec des hauts et des bas. Les gens qui me connaissent vraiment, là, ils savent très bien que pour moi, Alison, c'est ma vie. Mais ça, il y a seulement que les gens qui me connaissent qui peuvent savoir ça. Et c'est pas une histoire de légionnaire ou pas légionnaire, non. C'est une histoire de cœur. D'une famille, c'est tout. Cette interview laisse une impression très bizarre parce qu'il est en larmes. On voit un homme qui a l'air totalement brisé, dépassé par l'émotion, c'est-à-dire un portrait de Francisco Benítez que visiblement personne n'a décelé jusqu'à présent. C'est vrai que ça laisse un goût étrange, quoi. Alors Francisco Benítez est-il sincère? Aurait-il craqué sous la pression des médias? Pour les enquêteurs, ce suicide épaissit encore plus le mystère autour de la disparition de Marie-Josée et Alison. Un témoin capital qui disparaît et qui est emporté. S'il a un secret, ben, il est emporté avec lui. Dans les jours qui suivent, le témoignage vidéo de Francisco Benítez est repris en boucle sur Internet et dans les médias. Et il va faire rebondir l'enquête. Et cette vidéo aura une résonance tout à fait particulière dans un petit appartement de la ville de Nîmes, là où Benítez était en poste au début des années 2000. Grâce à cette vidéo, les enquêteurs ne vont pas tarder à découvrir que le légionnaire cachait en réalité de nombreux secrets. Nous sommes le 5 août 2013, le jour du suicide de Francisco Benítez. Alors que la vidéo confession du légionnaire tourne en boucle dans les médias, c'est à Nîmes que les policiers recueillent un nouveau témoignage. On découvre que des années auparavant, à Nîmes, Francisco Benítez avait une maîtresse qui s'appelait Simone Alves de Oliveira et qu'elle a également disparu dans des conditions totalement similaires aux conditions de la disparition de Marie-Josée et Alison. Lorsque les proches de Simone de Oliveira découvrent la vidéo confession du légionnaire, ils font immédiatement le rapprochement avec sa disparition 9 ans plus tôt. Le 29 novembre 2004, Simone, une jeune Brésilienne de 28 ans, disparaît sans laisser de traces, abandonnant ses 4 enfants. Le départ paraît complètement improbable puisque, tout comme Alison et Marie-Josée, Simone est entourée, elle a des proches, elle a des enfants. Et dans la personnalité de la jeune femme, ça ne colle pas du tout. Tous ses proches disent que jamais elle n'aurait pu abandonner ses enfants. Partir peut-être, mais pas sans ses enfants, pas sans laisser de nouvelles. D'emblée, un détail attire l'attention des enquêteurs. Le profil de Simone ressemble étrangement à celui de Marie-Josée. Il y a un parallélisme des éléments qui est même sidérant. Il rencontre les deux femmes de la même façon. Marie-Josée, lorsqu'elle a rencontré Benítez, elle est serveuse dans un bar et elle a plusieurs enfants, je crois 4 enfants à charge. Et lui va se proposer de l'aider et de la soutenir. Simone, c'est exactement la même chose, elle est serveuse dans un bar, elle a 4 enfants à charge. Lorsque Simone de Oliveira fait la rencontre de Francisco Benítez, nous sommes au début des années 2000. À cette époque, le légionnaire est en poste dans la caserne de Nîmes et s'est installé avec Marie-Josée et Alison
dans le village de Saint-Gilles, à quelques kilomètres. Pendant pratiquement 4 ans, la vie de Benitez est de se partager entre sa propre famille personnelle, installée, officielle, à Saint-Gilles, avec Marie-Josée, avec la petite Alison. Puis à côté de cette première cellule familiale, officielle, eh bien, il y a Simone et ses 4 enfants. Cette relation va durer des années entre Simone et Francisco Benitez. Il est là dans les repas de famille, il vit quasiment là. C'est pas quelqu'un qui se cache. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que Francisco Benitez est capable de mener une double vie, puisque ni Marie-Josée ni Simone ne sont au courant de l'existence de l'autre femme. Les enquêteurs comprennent alors que Francisco Benitez se sert de sa profession de légionnaire pour justifier ses nombreuses absences, tant auprès de Marie-Josée que de Simone. Mais au début du mois de novembre 2004, tout bascule pour les deux femmes à l'occasion d'un banal coup de fil. Alors que Marie-Josée tente de joindre Francisco, c'est Simone qui répond. Du coup, elles vont chercher à savoir qui est l'autre, et toutes les deux se présentent comme la compagne officielle de Francisco Benitez. Donc stupéfaction, elle découvre la double vie de Francisco Benitez. Ça se passe pas très bien, comme on peut comprendre. Et finalement, les deux femmes vont tenter de se rencontrer un peu plus tard, quelques jours seulement avant la disparition, sans explication, de Simone. Anéantie de découvrir que son beau légionnaire mène une double vie, Simone tente alors de mettre fin à ses jours. Elle est hospitalisée. Le 29 novembre 2004, la jeune Brésilienne sort de l'hôpital. Puis elle disparaît mystérieusement. On ne la reverra jamais. Les proches vont s'inquiéter. En un premier temps, ils vont chercher et ils vont rien trouver. Un peu comme pour Marie-Josée, Alison. Pas de traces, rien. La police va considérer la disparition de Simone comme une disparition volontaire. On va estimer que cette personne est majeure, qu'elle fait ce qu'elle veut de sa vie. En revanche, pour les proches de Simone, la thèse du départ volontaire est invraisemblable. Pourquoi la jeune femme aurait-elle laissé derrière elle ses 4 enfants? Pourquoi serait-elle partie sans son passeport et sans ses moyens de paiement? Autant de détails inquiétants qui, pourtant, à l'époque, ne changent pas le cours de l'investigation. Malgré les soupçons des proches de Simone, Francisco Benitez est seulement entendu en tant que témoin. Il n'est pas inquiété par les policiers. Il va expliquer aux policiers qui vont l'entendre comme simple témoin qu'effectivement, il avait entretenu une relation avec cette femme, qu'il aurait reçu, semble-t-il, à ses dires en tout cas, un SMS de rupture. Un SMS de rupture qui rappelle étrangement le SMS qu'a envoyé Marie-Josée pour justifier son départ. Pour les enquêteurs, il y a beaucoup trop de similitudes entre ces deux affaires pour qu'il s'agisse d'un simple hasard. Il y a une personne centrale dans cette affaire, c'est Francisco Benitez. Francisco Benitez qui est, encore une fois, la dernière personne à avoir eu des contacts avec Simone de Oliveira et la dernière personne à avoir eu des contacts avec sa femme Marie-Josée et sa fille Alison. On se dit que c'est un mode opératoire, qu'il a une façon en fait, de faire disparaître les femmes et qu'on va sans doute, peut-être en trouver d'autres sur son parcours. Alors, Francisco Benitez serait-il un tueur en série? À ce stade de l'enquête, rien ne permet encore aux policiers de pouvoir l'affirmer. Mais une chose est sûre, plus il fouille sa vie, plus le légionnaire apparaît comme un personnage double. Ils vont découvrir sa personnalité secrète, si on peut dire, c'est-à-dire celle d'un homme à femme, véritablement, qui multiplie les conquêtes et surtout les relations extra-conjugales. Mais les relations extra-conjugales qui ne sont pas ponctuelles, c'est des relations conjugales qui sont suivies. En fait, il a de multiples vies, cet homme. Voilà. Et de multiples femmes. Francisco Benitez entretenait plusieurs relations suivies avec des femmes à Perpignan, à Paris et même en Espagne. C'est d'ailleurs de l'autre côté de la frontière que les policiers vont poursuivre leur enquête. Ils vont retrouver l'une des maîtresses du légionnaire grâce à la géolocalisation de son téléphone portable. Les policiers découvrent que cette femme était chez Francisco Benitez le 19 juillet 2013, soit 4 jours seulement après la disparition d'Alison et de sa mère. On sait qu'elle vient rendre visite à Francisco Benitez
dans l'appartement familial. On sait qu'elle y passe au moins une nuit. La présence de cette maîtresse espagnole dans la vie de Francisco Benítez et sa présence en particulier très près de lui après la disparition de Marie-Josée va évidemment intriguer les enquêteurs. Cette femme s'appelle Maria Teresa. Elle a 39 ans. Elle est mariée, mère de famille et habite à côté de Barcelone, à 1 heure de Perpignan. Pourquoi Francisco Benítez prend-il le risque d'inviter sa maîtresse espagnole chez lui alors que sa femme et sa fille peuvent revenir à tout instant? Sait-il déjà que Marie-Josée et Alison ne reviendront jamais? Les enquêteurs veulent entendre cette femme au plus vite. Devant les policiers, Maria Teresa raconte les quelques jours qu'elle a passés en compagnie de Francisco Benítez à la plage. Elle va livrer un témoignage qui laisse à penser que Francisco Benítez n'était pas si inquiet que ça et finalement il lui avait confié qu'elle devait rentrer le lundi. Donc ce qui ne correspondait pas du tout au témoignage qu'il a livré au service de police quand il a expliqué qu'elles étaient parties volontairement et qu'il ne savait pas où elles étaient. Maria Teresa livre aux enquêteurs un autre détail très troublant. Elle est surprise par une odeur tenace, dérangeante. Lorsqu'elle ouvre le fenestron des toilettes, elle sent une odeur qui la prend à la gorge. Donc elle en parle à Francisco et lui dit « T'inquiète pas, ce sont les poubelles des voisins, c'est toujours comme ça. En plein été, il y a des odeurs qui remontent. » Quelle est donc cette odeur dont parle Maria Teresa? S'agit-il bien des poubelles, comme le prétendait Francisco Benítez? À ce stade de l'enquête, les policiers ont de moins en moins d'espoir de retrouver les deux femmes vivantes. Tout porte à croire que Francisco Benítez est à l'origine de la disparition de sa femme et de sa fille. Mais reste encore à trouver des éléments matériels. Depuis le suicide de Francisco Benítez, les enquêteurs ont découvert la double vie du légionnaire. Il fait désormais figure de principal suspect dans l'affaire de la double disparition de sa femme et de sa fille. Les policiers ne peuvent plus compter que sur la découverte de preuves matérielles pour faire surgir la vérité. À commencer par l'analyse des communications téléphoniques des deux disparus. La téléphonie va permettre d'établir un scénario. Cette étude des téléphones portables de Alison et Marie-Josée va, en tout cas, prouver une chose, c'est qu'elles n'ont pas quitté Perpignan. Le jour de la disparition, le 14 juillet 2013, le téléphone d'Alison est localisé au domicile familial aux alentours de 18h10, soit 1 heure après le départ supposé des deux disparus. Autre détail encore plus troublant, le téléphone de Marie-Josée est géolocalisé le 15 juillet 2013, soit le lendemain matin de la disparition, au niveau de la caserne de la Légion. Ça fait quand même 2 gros soucis, puisque les 2 femmes sont censées être parties, avoir envoyé un texto pour dire qu'elles s'en allaient, avoir forcément conservé leur téléphone portable, parce qu'il n'y a pas aucune raison qu'elles les laissent, et en fait, leurs téléphones portables ne sont pas partis avec elles. Les déclarations de Francisco Benítez ne collent pas avec l'analyse de la téléphonie. Pour les enquêteurs, il faut reprendre cette affaire à zéro et réinterroger tout le cercle proche du légionnaire, et notamment ses collègues. Petit à petit, les langues se délient, bien entendu. Après le suicide, les enquêteurs vont à la caserne, on s'aperçoit qu'il y a des drôles de choses qui se sont passées en ce mois de juillet. Un des légionnaires raconte que le lendemain de la disparition d'Alison et Marie-Josée, il a croisé Francisco Benítez. Il a vu Francisco Benítez à la caserne avec des draps de la caserne couverts de sang. Intrigué par cette situation inhabituelle, ce légionnaire aurait alors demandé à Francisco Benítez une explication. Ce dernier lui aurait révélé que son congélateur était tombé en panne et que son garage avait été inondé par du sang de gibier décongelé. Il aurait alors épongé le sang à l'aide de vieux draps de la caserne. Des draps qu'il est d'ailleurs venu laver ce jour-là. Il va faire tourner à plein régime la machine à laver de son logement de fonction à la caserne. Et les enquêteurs vont bien entendu s'intéresser de très près au congélateur et à la machine à laver. En poursuivant les auditions des légionnaires, les policiers découvrent que le 17 juillet, soit 3 jours après la disparition d'Alison et Marie-Josée, Francisco Benítez s'est justement débarrassé de son congélateur.
il l'a transporté à la caserne avec l'aide d'un autre de ses collègues. Le soldat, lui, quand il transporte le congélateur, il remarque qu'il y a des traces de sang dans tout le congélateur. Il en parle et Francisco Benitez lui donne la même explication. Le problème, tout cela qui se décongèle, le gibier, le sang qui coule, voilà. Et lui aussi va dire que Benitez, à la caserne, a également soigneusement lavé ce congélateur avant de le rebrancher, de le mettre à la disposition de ses camarades. Les policiers se rendent donc à la caserne pour saisir le congélateur, mais également le lave-linge où Francisco Benitez aurait nettoyé les draps ensanglantés. Ils réalisent des prélèvements qui sont envoyés pour analyse dans un laboratoire de Marseille. Ils vont finir par retrouver des traces de sang contenant l'ADN d'Alison sur le ventilateur du congélateur et puis aussi sur les joints de la machine à laver. Une conclusion, Alison a séjourné dans ce congélateur, Alison a été enveloppée dans ses draps, Alison a énormément saigné, ça veut dire qu'Alison est morte, qu'elle est passée dans ce congélateur et que son corps a peut-être été découpé en morceaux également, d'où la présence de ce sang. Les enquêteurs disposent enfin d'une preuve tangible permettant d'accréditer la thèse du meurtre, et pas n'importe laquelle, l'ADN d'Alison. Autre titre, ce soir, ce rebondissement dans l'affaire des disparus de Perpignan. Des traces de l'ADN d'Alison, 19 ans, ont été identifiées dans le congélateur familial. Des traces ont également été retrouvées dans un lave-linge de la caserne où s'est suicidé son père. Cette découverte donne un peu plus de corps à la piste criminelle. La France entière est sous le choc, et notamment les proches des deux disparus. C'est des coups de massue. Et il se passait pas 2 jours qu'on en avait un qui se rajoutait. Donc on n'en voit pas la sortie. Pour les enquêteurs, les choses sont claires. La jeune Alison Benitez est morte. Pourquoi Francisco Benitez aurait-il tué la jeune femme? Quel pourrait être le mobile de ce père de famille qui aimait tant sa fille? Voici le scénario que les enquêteurs imaginent. Celui du drame familial. Alison soupçonnait son père d'avoir une double vie, ou une triple vie, ou une quadruple vie. Elle n'avait pas forcément tort. Donc elle avait beaucoup enquêté. Elle avait surpris des messages sur l'un de ses téléphones portables. Cette découverte aurait bouleversé la jeune femme, qui en aurait fait part à sa mère. Les deux femmes se seraient alors liguées contre Francisco Benitez. Est-ce qu'il fait partie de ces gens qui préfèrent tuer plutôt que d'être abandonné? C'est peut-être face à cette image qu'il n'accepte pas, qu'il va voir dans les yeux de sa fille et dans les yeux de son épouse. Comme beaucoup de criminels qui ont ces profils narcissiques et manipulateurs, ben en fait on s'en prend à l'autre, quoi. On casse le miroir pour casser l'image qu'on n'est pas prête à encaisser. À ce stade de l'enquête, tout indique que Francisco Benitez est à l'origine de la disparition de sa femme et de sa fille. Mais reste à découvrir comment le légionnaire s'y serait pris pour faire disparaître les corps de ses victimes. Pour les policiers, la scène de crime se trouve forcément au domicile familial. Pourtant, les analyses des traces suspectes révélées par le Blue Star n'ont rien donné. Les experts sont incapables de déterminer s'il s'agit de sang humain, de celui d'Alison ou de celui de Marie-Josée. Comment expliquer cela? Les enquêteurs en déduisent que Francisco Benitez a probablement nettoyé la scène de crime à l'aide de produits détergents. Et les policiers savent que ce type de produit peut détériorer l'ADN et ainsi fausser les analyses. Pendant les jours qui suivront le 14 juillet, jour de disparition, eh bien on va voir Benitez s'affairer. Les voisines, par exemple, qui ont le sens un petit peu du ménage, s'étonnent de voir Benitez nettoyer la terrasse, à grandes eaux. Les relevés bancaires du légionnaire vont d'ailleurs conforter cette thèse. Francisco Benitez avait fait l'acquisition d'un important stock de détergent, 8 litres. C'est quand même une quantité importante, surtout pour quelqu'un qui ne fait jamais le ménage. Visiblement, il a nettoyé son appartement et son garage de fond en comble. En poursuivant l'analyse de ces relevés bancaires, les enquêteurs s'aperçoivent que Francisco Benitez a fait d'autres achats suspects. Il avait fait l'acquisition aussi de cordes et de bâches blindées
qui permettent sans doute de transporter des corps dans de très bonnes conditions et peut-être de s'en séparer aussi dans de bonnes conditions. Il a tout fait pour qu'il ne reste aucun indice détectable par la police. Le 3 septembre 2013, une information judiciaire contre X pour assassinat est ouverte à Perpignan. Désormais, les enquêteurs se consacrent à la recherche de corps. Pour cela, les policiers s'intéressent aux nombreux déplacements de Francisco Benítez. En étudiant son GPS, ils découvrent que le légionnaire a beaucoup roulé dans les 2 semaines qui ont suivi la disparition de Marie-Josée et Alison. Plus de 5000 km. Au gré de ces déplacements, les policiers sont allés voir ce qui pouvait bien s'être passé ici ou là. Ils ont écarté les zones militaires et ils se sont focalisés sur une pinède derrière Port-le-Cat, là où Benítez a passé beaucoup de temps. En France toujours, et en bref, les policiers chargés d'élucider la disparition de Marie-Josée Benítez et de sa fille Alison semblent sur le point de débuter des fouilles dans la région de Perpignan, précisément vers Port-le-Cat. La zone de recherche a pu être établie après un travail minutieux de l'emploi du temps et des communications téléphoniques passées par Francisco Benítez. Grâce à la géolocalisation des téléphones portables de Francisco Benítez, les policiers ont identifié une zone suspecte. Une station d'épuration située dans une pinède sur la commune de Port-le-Cat, à une trentaine de kilomètres au nord de Perpignan. C'est un lieu un peu particulier, pas facile d'accès. Il s'y est rendu à plusieurs reprises la nuit. Alors les policiers vont se demander si c'est pas dans cet endroit qu'il aurait pu éventuellement enterrer les corps. Durant le mois de septembre 2013, la France est donc suspendue à ses recherches, dans l'espoir de retrouver les corps d'Alison et de Marie-Josée et de résoudre enfin le mystère des 2 disparus de Perpignan. En vain. 2 ans après la disparition de Marie-Josée et Alison, leurs corps n'ont toujours pas été retrouvés. Les proches des 2 disparus sont toujours dans l'attente d'un dénouement. Tant qu'elles ne seront pas retrouvées, on a... Pour nous, notre vie, elle n'a plus d'importance. Aujourd'hui, l'enquête est à l'arrêt. Les policiers manquent d'éléments pour poursuivre leurs investigations. Seul le hasard ou un nouveau témoignage pourrait permettre de lever le voile sur tous les secrets du légionnaire. C'est un dossier qui, à mon sens, restera dans l'état pendant longtemps, parce que certainement que dans l'entourage personnel de Benítez, des personnes détiennent une partie de la vérité. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, cette part cachée de la vérité n'a pas été mise à jour. Subsistent aujourd'hui des interrogations. Retrouvera-t-on un jour les corps d'Alison et Marie-Josée? Saura-t-on un jour ce qui s'est réellement passé ce fameux 14 juillet 2013?